je vais mettre en même temps la caméra. Végétal Local, donc c'est une marque collective gérée par par l'Office français de la biodiversité, animée par plusieurs structures, le réseau des conservatoires botaniques nationaux, le réseau Plantécité et la fac agroforesterie, et soutenu donc par différents acteurs économiques. Pourquoi Végétal Local? Le but de Végétal Local, c'est de garantir une traçabilité des plants, des graines sur le marché français. Donc, autour du local, on va entendre tout ce qui est sauvage et d'origine génétique locale, c'est-à-dire endémique. Concrètement, on ne va pas s'intéresser à tout ce qui concerne les variétés horticoles, fourragères et autres cultivars. Et également, du côté des ligneux, arbres, arbustes, on ne va pas s'intéresser à tout ce qui est variété horticole, mais également, on exclut tout ce qui n'est pas indigène, c'est-à-dire les espèces qui proviennent d'autres territoires que le territoire français. Local au sens non pas administratif, non pas au sens des régions administratives, mais des régions biogéographiques. C'est-à-dire qu'il y a eu un important travail qui a été fait au lancement de la marque végétale locale pour définir des territoires sur lesquels on considère globalement que les sols, les climats, les types de végétation sont homogènes. Alors, je dis bien globalement, le travail de base, il était beaucoup plus fin que cela, mais pour des raisons économiques, et notamment par rapport au développement des filières, comme on va le voir dans la journée, il était nécessaire de fusionner entre elles quelques unités naturelles. Et donc là, aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser au bassin Rhône-Saône-Jura, qui, grosso modo, s'étend du territoire de Belfort jusqu'au nord de Valence et comprend l'ensemble du massif jurassien, la partie nord de la plaine du Rhône et le bassin de la Saône. L'enjeu pour les territoires, donc d'avoir des végétaux garantis d'origine locale, c'est tout d'abord un enjeu génétique, d'avoir des végétaux qui soient adaptés aux conditions dans lesquelles on va travailler. L'exemple le plus flagrant, c'est lorsqu'on travaille sur des revégétalisations dans des contextes délicats, par exemple dans des carrières ou dans des milieux en montagne. Là, vous avez l'exemple d'une revégétalisation sur la partie droite. On a utilisé des végétaux, disons, classiques, ce qu'on pourrait trouver classiquement dans le commerce, et à gauche des graines locales. Et donc là, le suivi au bout d'un an montrait un peu la différence de reprise des végétaux justement sur des conditions assez délicates au Grand Tourmalet dans les Pyrénées. Ces conditions sont vraies aussi donc, voilà, sur d'autres milieux assez difficiles à revégétaliser. L'autre intérêt du végétal local, c'est de favoriser la diversité génétique des plantes. Et quand on parle de la diversité génétique, c'est aussi avoir donc un panel de plantes qui soit capable de résister et de s'adapter surtout à des changements, des maladies, des parasites. On pense notamment par rapport à cela au changement climatique, bien sûr. Alors, il y aura sans doute des questions par rapport à cela. L'idée, ce n'est pas forcément d'aller chercher des végétaux en zone méditerranéenne pour les réimplanter à Lyon, à Bourg-en-Bresse ou un peu plus en altitude, mais plus de miser sur la diversité génétique et la plasticité des plantes, c'est-à-dire leur capacité d'adaptation par rapport aux changements globaux. Ensuite, donc, il y a un autre enjeu qui concerne toujours la génétique, c'est la conservation génétique des écotypes locaux. Donc, c'est-à-dire qu'une espèce donnée peut avoir plusieurs écotypes. Elle peut avoir un écotype alpin, un écotype plus de plaine. Et l'un des exemples qui est assez flagrant là-dessus, c'est l'introduction d'une herbacée, donc Phragmites australis, qui est une herbacée qui présentait un écotype européen et un écotype américain. Et lorsque cette plante a été amenée sur le territoire américain, elle a peu à peu colonisé tout le territoire au détriment de l'écotype local de Phragmites australis. C'est ce qu'on appelle une invasion cryptique. Et cela pose donc des problèmes de perte de diversité, non pas de perte de diversité d'espèces, mais de diversité génétique, avec une espèce, un écotype d'une espèce qui peut être beaucoup plus concurrentiel. Je ne m'étends pas spécialement trop dans les détails, mais on aura l'occasion tout au long de la journée de reparler de différents éléments, et vous avez également le chat pour poser des questions.
L'autre intérêt, c'est de conserver une génétique locale au niveau des plantes, au-delà d'une diversité d'espèces. C'est aussi de maintenir la fonctionnalité écologique des milieux. Lorsqu'on parle de fonctionnalité écologique, on peut s'intéresser notamment dans les plantes herbacées à vocation plus horticole, au cas du bleuet, qui est vraiment un cas d'école. C'est-à-dire que le bleuet a été pendant assez longtemps sélectionné par la profession horticole pour ses couleurs, sa forme. Et donc, on a cherché à favoriser des bleuets avec davantage de corolle, donc avec un effet visuel beaucoup plus intéressant, mais au détriment d'une perte en nectar, d'une perte en pollen, ce qui fait que ce bleuet horticole est certes très joli, mais finalement plus du tout adapté à la faune locale, notamment aux insectes, puisqu'il va contenir beaucoup moins de nutriments pour ces insectes. Donc, finalement, en pensant bien faire, en introduisant des bleuets, par exemple, sur des chantiers de revégétalisation, si on travaille avec des bleuets horticoles au lieu de travailler avec des bleuets locaux, on va créer un leurre pour les insectes et on aura un effet qui sera finalement contre-productif d'un point de vue écologique. Visuellement, ça pourrait être intéressant. Écologiquement, ce sera contre-productif. Un autre exemple, voilà, c'est avec l'Achillée millefeuille. L'Achillée millefeuille, donc, qui est une autre espèce d'herbacée, qui elle aussi présente différents écotypes. Et l'écotype néo-zélandais, pour le citer, puisque beaucoup de graines d'Achillée millefeuille, avant la création du label végétal local, de la marque végétale locale, venaient de l'étranger. En fait, on va avoir des décalages de floraison avec des achillées, par exemple, qui vont être des achillées donc, non françaises, qui vont fleurir trop tôt ou trop tard par rapport aux écotypes locaux, ce qui va forcément créer des déséquilibres écologiques. Enfin, un dernier point, c'est bien sûr la notion économique en travaillant avec du végétal local. Donc, comme on l'a dit, on travaille à l'échelle de régions biogéographiques qui sont restreintes et l'ensemble des aspects de la filière, dont on viendra un peu plus tard, l'ensemble des aspects sont maîtrisés par des acteurs locaux, c'est-à-dire qu'il s'agisse de la collecte, de la production ou de la mise en œuvre de ces végétaux. Ce sont à chaque fois des acteurs locaux qui travaillent. Donc, on favorise aussi via cette marque collective une économie locale qui crée de la valeur et de l'emploi sur le territoire. Alors très rapidement, comment ça marche végétal local? Ça marche donc autour de ces 11 régions biogéographiques avec un cahier des charges qui dicte des règles pour la collecte en milieu naturel, pour la constitution de lots de semences. Ça dicte également des règles au niveau de la production pour les multiplicateurs de semences. Et enfin, c'est surtout le point le plus important, une traçabilité, un étiquetage rigoureux qui vous permettent, notamment aménageurs, lorsque vous achetez un lot de graines, de connaître précisément son lieu de production et son lieu de collecte. C'est-à-dire que l'ensemble de la traçabilité génétique des plantes est garantie par cet étiquetage qui est requis par la marque végétale locale. Alors, un petit peu après moi, donc Stéphane Huc du Conservatoire botanique national alpin présentera un petit peu les différentes filières derrière le végétal local herbacé. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Simplement, c'est pour vous préciser voilà, quelques exemples de règles qui concernent la collecte, notamment lorsque vous ferez, donc si vous êtes intéressé par la mise en production et de la collecte de graines d'herbacées, le cahier des charges, par exemple, précise que l'on doit collecter les graines sur des milieux naturels qui sont non semés depuis 1990. C'est-à-dire qu'on va éviter à tout prix, par exemple, d'aller collecter des espèces fourragères dans des prairies qui auraient été ressemées depuis, parce que cela reviendrait à multiplier des graines finalement qui ont été semées peut-être il y a 4, 5, 10 ans et dont on n'a aucune garantie de l'origine génétique. Donc on va vraiment chercher à faire des collectes dans le milieu naturel sur des populations les plus diversifiées possibles. Donc, par rapport à cela, la marque végétale locale donne un nombre minimal de pieds, donc il y a un nombre minimal d'individus par espèce pour qu'une collecte soit valable. Et également, on va faire attention à ne pas altérer la biodiversité locale et donc on va limiter les prélèvements au strict nécessaire en ne dépassant jamais plus d'un quart de la production globale du site. Voilà, tout simplement pour assurer le renouvellement des populations sur ces différents sites. Et de la même manière, on va essayer de collecter sur un panel de sites le plus diversifié possible,
de manière à assurer un certain roulement d'année en année. Tout à l'heure, vous verrez un petit peu plus la différence entre la production d'herbacées en espèces pures et en mélange. Voilà, simplement pour dire qu'on peut collecter des graines en mélange, et dans ce cas-là, on a également d'autres points qui sont imposés par le cahier des charges, notamment de réaliser des relevés botaniques et de s'assurer que les parcelles sur lesquelles on collecte des graines ne sont pas des parcelles qui ont été semées récemment. Au niveau de la multiplication, c'est la même chose. On a des critères bien précis à respecter, notamment sur le nombre de générations de plantes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre certaines herbacées en production, mais on va s'assurer de sans cesse retourner dans le milieu naturel pour prélever des graines d'origine locale et non pas simplement travailler sur une première collecte qui aurait été faite par exemple en 2020 et multiplier ces graines-là pendant 20 ans, parce que cela reviendrait finalement à restreindre la diversité génétique des plantes qu'on va multiplier. De la même manière, au niveau des opérations de repiquage, etc., on va faire attention à garder la plus grande diversité d'espèces. Donc, on ne va pas forcément faire un tri, comme c'est le cas dans la profession horticole, sur le plus beau bleuet, le plus grand. Voilà, on va essayer de garder un maximum de diversité génétique. Donc, on restreint au strict minimum les processus de sélection. Il y a un individu, bien sûr, qui présente des signes de maladie, des pathogènes, on va l'éliminer. Et pour tout le reste, on va conserver les plants. Simplement, voilà, pour vous préciser que ces espèces sont produites par différents producteurs qui sont reconnus au niveau national par la marque végétale locale. Vous avez actuellement 48 bénéficiaires sur l'ensemble du territoire français pour un peu plus de 500 taxons de plantes qui sont cultivées. Alors bien sûr, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Vous allez voir un petit peu plus tard que finalement la production d'herbacées reste encore très marginale, contrairement aux arbustes qui se développent assez largement maintenant dans le bassin Rhône-Saône Jura. Et le plus simple si vous avez des questions par rapport à ces points-là, où trouver des espèces, comment déposer un dossier de candidature auprès de la marque végétale locale. Vous avez ici donc les différents contacts, vous aurez accès au diaporama, et puis ces contacts sont disponibles aussi sur le site végétallocal.fr. Donc ça, ce sont les 3 contacts nationaux coordinateurs de la marque, et en région, vous avez donc d'autres correspondants locaux, dont je fais partie avec France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté et le CBN de Franche-Comté. Également sur les territoires adjacents, Alpes et Massif Central, les conservatoires botaniques qui sont très impliqués sur la question. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions après cette journée, que ce soit des questions techniques de développement de la filière, besoin de formation, appui à la détermination de plantes, etc. Voilà, simplement pour préciser que la marque végétale locale propose aussi différents outils de communication que vous avez peut-être déjà vu passer. Et j'arrive au bout de la présentation. J'ai essayé de ne pas trop dépasser le temps qui m'était imparti. Je pense qu'il nous reste quelques minutes si vous avez déjà des questions. Alors, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, pour rappel, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans la discussion et on les reprend à la fin de chaque intervention. Alors, je vais laisser une petite minute si jamais il y a une question qui vient. Vous pouvez aller également donc, sur le site végétallocal.fr, sur lequel vous trouverez, notamment dans la rubrique ressources, de nombreux webinaires qui ont été organisés depuis 2 ans par le Conservatoire botanique national des Pyrénées. Et donc avec différents sujets traités, des sujets très globaux. Donc, une présentation un peu plus détaillée de ce que je viens de faire aujourd'hui de la marque végétale locale, et ensuite des présentations plus détaillées sur des sujets très précis. Voilà, n'hésitez pas non plus à aller consulter ces webinaires qui sont très bien construits. Alors, entre-temps, nous avons une question qui est arrivée. Alors, Pierre-Alexis, en quoi l'année 1990 garantit que les semences seront réellement locales sans plantation avant? Je ne dirais pas que c'est une garantie. Disons qu'on fait au mieux, c'est-à-dire qu'on considère qu'avant les années 90, il y avait beaucoup moins de prairies qui étaient semées, beaucoup moins de semences introduites sur notre territoire. Et voilà, le fait de remonter jusqu'aux années 90 nous permet déjà de travailler. Si on a la certitude que la prairie, si on prend l'exemple d'une prairie, n'a pas été retouchée depuis les années 90, on peut aussi miser sur le fait que le cortège d'espèces
qui s'expriment soit issus des populations adjacentes de graines et qu'on ait donc un cortège de plantes qui soit plutôt local. Voilà, c'est un critère pourquoi à 90, pas 89 ou 80. C'est déjà pas simple de remonter jusqu'aux années 90 pour s'assurer de l'indigénat d'une prairie. Et par exemple, sur les ligneux, on remonte même, donc les arbres et les arbustes, on remonte jusqu'à 1970. Et donc là, on travaille sur des photos aériennes via le géoportail, où on regarde comment ont évolué les plantations sur le territoire. Donc c'est au mieux, on essaie de remonter au plus loin pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu d'ensemencement. Merci beaucoup. Alors, il y a une deuxième question qui est arrivée. Les cahiers des charges récolte-production évoqués sont-ils en libre accès? Oui, libre accès sur végétallocal.fr. Vous avez une rubrique ressources, je crois, avec ce qui s'appelle le référentiel technique. Donc, sur le référentiel technique, vous trouverez l'ensemble des règles du cahier des charges, aussi bien sur les herbacées que sur les ligneux. Très bien. Et ben, du coup, je pense que nous avons fait le tour des questions. Et je propose donc de passer la parole à Monsieur Alain Martinet, qui va nous parler de la politique régionale en matière de végétal local.